Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lop Investissement pour cette nouvelle vidéo sur comment analyser les rates. Installez-vous confortablement, restez concentrés et prenez des notes. Cette vidéo risque d'être un petit peu technique et indigeste pour certains, mais c'est sûr qu'elle n'est pas faite pour ceux qui ont un trouble de l'attention, donc n'hésitez pas à la visionner plusieurs fois ou à prendre des notes. Pour les plus vaillants et les plus assidus qui prennent des notes, restez jusqu'à la fin, je vous ai réservé une petite surprise. Dans la précédente vidéo, nous avions vu que les rates sous-performaient le marché des actions et des autres indices depuis le début de l'année, mais nous avions vu également que les rates étaient beaucoup plus performantes que les actions ou que les mêmes optiques d'actifs financiers dans la plupart des cycles économiques. Alors finalement, est-ce si rentable que ça d'investir dans les rates? Et pour savoir si c'est fondamentalement justifié cette baisse ou si au contraire c'est une incroyable opportunité, vous devez comprendre comment analyser les rates. Et ce n'est pas complètement la même chose que d'analyser une entreprise, car comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, les rates sont une classe d'actifs spécifique qui nécessite donc des connaissances d'analyse spécifiques. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons voir les notions qui vous permettront d'analyser un rate. Pour cela, nous allons dissocier l'analyse en trois parties: la performance, la solidité financière et la valorisation. À première vue, ça ressemble à une décomposition d'analyse classique, mais vous verrez que dans les notions étudiées pour les rates, ce ne sont pas du tout les mêmes que pour une analyse classique. Je précise que nous nous intéresserons uniquement à l'étude des equity rates, soit celles qui possèdent les actifs immobiliers. Parce que quand on compare le rapport de la capitalisation boursière des equity rates de l'indice Nareit All Equity Rate et celui de l'indice global Nareit All Equity, les equity rates représentent 95% du marché des rates. Donc nous nous intéresserons uniquement à l'analyse de cette catégorie, car c'est celle que vous allez rencontrer le plus souvent, et c'est cette catégorie qui représente le marché des rates dans son ensemble. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à commenter, à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas à rester également jusqu'à la fin, je vous partagerai deux outils que j'utilise et que je commande dans cette vidéo, ainsi que la fiche de synthèse de l'ensemble des notions abordées. L'ensemble de ces sources seront partagées via ma liste de mails privée, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est gratuit. Bon visionnage à tous et bon courage parce que la vidéo est conséquente. La première étape dans l'analyse d'un rate, c'est l'étude de sa performance. Et la première notion pour l'étude de sa performance, ce sont les FFO, ou Fund from Operation. C'est la somme des résultats nets, des dépréciations et amortissements, moins les plus-values issues de la vente des biens immobiliers. Pour une entreprise classique, les amortissements sont une charge non monétaire qui est répartie dans le temps, traduisent de la perte de valeur d'un bien. Cependant, pour un rate, c'est différent, puisque ces investissements immobiliers perdent rarement en valeur et même prennent souvent en valeur au cours du temps. C'est pourquoi pour évaluer la performance d'un rate, nous prendrons les FFO et non simplement les cash flows, comme on pourrait le faire pour évaluer la performance financière classique d'une entreprise, parce que l'amortissement fait partie intégrante de la rentabilité d'un rate. Une seconde notion qui peut découler des FFO sont les AFFO. Les AFFO, ou Adjust Fund from Operation, sont similaires aux FFO, mais ils incluent également les dépenses en capitaux, les coûts de maintenance et l'augmentation des loyers. Voici une image pour que vous compreniez mieux les liens et les calculs entre les FFO et les AFFO. Donc que ce soit pour les FFO ou les AFFO, elles nous donnent une idée plus précise de la performance des activités d'un rate, ainsi que les dépenses nécessaires à l'entretien du parc immobilier. On privilégiera l'étude des AFFO car elles sont plus complètes et pertinentes parce qu'elles incluent également l'ensemble des dépenses opérationnelles et sa capacité à augmenter ses loyers. Étudier la croissance des FFO nous permet d'estimer la croissance du portefeuille des actifs du rate, mais aussi nous permet d'évaluer la performance dans sa gestion et son efficacité à faire grossir ses activités. La dernière notion essentielle à étudier pour évaluer la performance d'un rate, ce sont les cap rates. Les cap rates, ce sont les net operating income divisés par la valeur des biens immobiliers. C'est le rendement des biens et investissements en possession d'un rate. Plus il est élevé, plus le rate sera considéré comme rentable. Les cap rates sont extrêmement utiles pour comparer les performances opérationnelles entre les différents rates du même secteur d'activité. Un rate de même secteur avec des cap rates plus importants signifie que pour le même type de bien, il génère plus de bénéfices. Mais attention, nous verrons à la suite de cette vidéo que des cap rates élevés ne sont pas toujours positifs, car il est nécessaire d'ajouter d'autres éléments à cette analyse. Normalement, un bon rate a la capacité d'augmenter ses cap rates au fur et à mesure que les taux augmentent. Plus les taux augmentent, plus le rate aura des difficultés à maintenir sa rentabilité, du moins en théorie, car en réalité, si elle a la capacité d'augmenter ses loyers au fur et à mesure que les taux augmentent, elle peut ainsi conserver sa rentabilité, et ceci même si les taux augmentent. Et si elle a les moyens d'augmenter ses loyers, cela traduit aussi de la qualité de ses actifs immobiliers, puisque s'ils peuvent se permettre d'augmenter ses loyers tout en conservant un taux d'occupation important, une notion qu'on verra juste après, cela veut dire que les clients ne vont pas aller ailleurs et qu'ils souhaitent absolument rester car ils sont bien ou ils ont un bon emplacement, etc. En général, si on étudie l'évolution moyenne des cap rates publics et privés sur un dernier trimestre, on observe qu'au fur et à mesure que les taux ont augmenté cette année, ils ont progressivement augmenté leur cap rate. Soit, même si les taux augmentent, les rates en moyenne augmentent leur cap rate pour conserver leur rentabilité.
Et cet aspect dans l'étude des cap rates de sa croissance, ça va mesurer sa capacité au rate de faire croître ses bénéfices de façon interne ou organique sans acheter ou construire de nouveaux biens. Mais comme dit juste avant, des cap rates élevés et en croissance ne sont pas toujours positifs car cela peut être dû à une dégradation de la qualité de ses investissements immobiliers ou un risque plus important pris par le rate dans ses choix de locataires. Nous aborderons ces points à la suite de l'analyse pour savoir si l'augmentation des cap rates sont bénéfiques ou non. Maintenant que nous savons mieux évaluer la performance des activités d'un rate, nous allons voir comment étudier sa solidité financière. Et l'étude de la solidité financière se fait via l'étude de son niveau d'endettement. Nous passerons en revue les différents ratios d'endettement et nous déterminerons les cibles qui nous permettront de savoir si un rate maîtrise correctement sa dette ou non. Le premier ratio essentiel à étudier pour évaluer le levier financier d'un rate, c'est le Debt to Tangible Book Value. La valeur comptable tangible ou Tangible Book Value est égale au total des actifs moins le goodwill ou actifs incorporels plus les amortissements. Ce ratio total des dettes sur les valeurs des actifs tangibles évalue le degré d'endettement d'un rate. Il mesure la proportion des actifs financés par de la dette. Plus ce ratio est élevé, plus le rate est endetté par rapport à la valeur de ses actifs. Un ratio élevé indique un niveau élevé d'endettement et donc un risque associé plus important au non-remboursement de la dette. Les rates forcément plus endettés sont plus sensibles aux variations des taux d'intérêt et peuvent avoir plus de difficultés à rembourser leurs dettes ou à même reverser des dividendes en cas de difficulté. Pour minimiser le risque, nous rechercherons des rates avec des ratios Debt to Tangible Book Value inférieur ou égal à 50%. Le second ratio est le Debt to Market Capitalization. C'est le ratio entre la dette totale d'un rate et sa capitalisation boursière. La capitalisation boursière, ça représente la valeur totale des actions en circulation multipliée par le cours de l'action. Ce ratio évalue la proportion de la dette par rapport à la valeur boursière totale d'un rate. Il mesure la part d'une entreprise qui est financée par de la dette par rapport à sa valorisation boursière. Sur le Q2 de 2023, le ratio Debt to Market Capitalization de l'indice Nareit All Rate était de 34,6% en moyenne. Donc ça nous permet d'avoir une indication sur la valeur moyenne de ce ratio, mais il est plus pertinent de comparer la valeur de ce ratio de notre rate comparé à celui de son secteur d'activité. Enfin, le dernier ratio que nous utiliserons pour évaluer le niveau d'endettement d'un rate, c'est le Debt to EBITDA. C'est l'un des ratios les plus importants à étudier avant d'investir sur un rate, car il mesure le nombre d'années qu'il faudrait à la société, donc au rate, pour rembourser sa dette en utilisant tous ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, soit l'EBITDA. Ce ratio varie beaucoup en fonction des secteurs et du type de bien. Selon les dernières données de Nareit du second trimestre de 2023, voici la synthèse des Debt to EBITDA pour chaque secteur. En fonction du secteur de votre rate, vous pouvez le comparer à celui de son secteur et ensuite c'est à vous de choisir un rate avec un ratio Debt to EBITDA plus faible que celui de son secteur pour choisir un rate plus flexible et solide financièrement. Si vous souhaitez récupérer l'ensemble de ces données pour faire vos propres comparatifs de votre côté, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vous présenterai l'Excel ainsi que les différents outils que j'ai développés. Vous pouvez directement passer en description pour télécharger l'ensemble des outils et la synthèse de cette vidéo que je vais publier via ma liste d'emails privée. Maintenant que nous avons abordé l'ensemble des aspects associés au levier financier et estimé comment déterminer si un rate est trop endetté ou non, nous devons étudier combien coûte l'endettement d'un rate afin d'évaluer sa structure et le coût de son capital. Pour cela, on va utiliser le WACC, Weighted Average Cost of Capital. C'est l'indicateur financier qui va nous permettre d'estimer le coût du capital d'une entreprise. Il est calculé en prenant en compte le coût pondéré de l'ensemble des sources de financement d'un rate. Le rapport E sur V représente la proportion de financement par fonds propres et le rapport D sur V représente la proportion de financement par un emprunt. Le WACC est le coût moyen pondéré du capital qui correspond au rendement minimum qu'un rate doit générer pour obtenir des revenus positifs. Si le WACC d'un rate est de 8% et qu'il souhaite investir dans de nouveaux biens, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il ait des cap rates au minimum de 8% pour que son retour sur investissement soit bénéfique et rentable. Les cap rates doivent être donc supérieurs au WACC pour que les activités du rate soient rentables. Plus un WACC est élevé, plus sa dette est dite coûteuse et donc moins l'entreprise est profitable et crée de valeur. On privilégiera donc pour nos analyses des rates avec un WACC faible et maîtrisé. En fonction de leur niveau d'endettement, les rates se voient attribuer une notation d'endettement appelée Investment Grade. Cette note est accordée à un rate pour évaluer sa fiabilité à rembourser ses dettes. Cette notation indique sa capacité à gérer efficacement sa dette et à respecter ses engagements financiers. Elle traduit du niveau de risque associé au rate. Aux États-Unis, cette note est accordée via 3 principales agences de notation, Standard & Poor's, Moody et Fitch. Ce système de notation dissocie les locations court terme, soit de moins de 12 mois, et les locations long terme de plus de 12 mois. Par exemple, Public Storage, avec ses locations d'entrepôt de stockage, elle va avoir des contrats court terme. Alors que par exemple pour Realty Income, la location de ces commerces, ce sont des contrats long terme. Elles auront donc des notes différentes, même si, admettons, elles appartiennent à la même catégorie de notation, puisqu'elles sont sur des durées de location différentes. Que ce soit donc pour des locations à long terme ou à court terme, plus la notation attribuée est élevée, plus le rate sera considéré comme fiable dans le remboursement et la gestion de sa dette. Lors du choix de nos rates, on visera au minimum une notation classée dans la catégorie Lower Medium Grade.
Maintenant, si vous vous rappelez bien, j'avais abordé le fait que les cap rates élevés et en croissance ne sont pas toujours bénéfiques. En fait, si un rate dégrade la qualité de ses investissements et de ses locataires, il pourra augmenter ainsi mécaniquement son rendement, mais cela aura pour effet d'augmenter son risque. Moins un locataire est fiable, plus j'aurai la possibilité de louer mon bien avec un loyer important car il représente un risque élevé. Cependant, cela aura pour effet de me rendre plus risqué et donc je verrai potentiellement ma note de crédit diminuer. Donc si un rate augmente ses cap rates, mais que son investment grade, donc sa note de crédit diminue, c'est pas forcément très bien. Justement, ça augmente le risque et donc à long terme, ça va perturber les activités et affecter notre rentabilité à long terme. Prenons plusieurs exemples pour illustrer l'ensemble de ces notions. Je suis un rate et je souhaite augmenter la rentabilité de mes activités, soit mes cap rates. Le premier cas qui se présente à moi, c'est je change de locataire de mon bien actuel. Admettons que j'ai des bureaux super bien placés en centre-ville de San Francisco, que je loue actuellement à une entreprise du S&P 500, donc par exemple Microsoft, et comme ce client est très fiable, le fait de le louer à Microsoft sera moins rentable car il sera considéré comme moins risqué. En effet, la probabilité que Microsoft fasse faillite du jour au lendemain est très faible, donc j'aurai une note de crédit très élevée, disons A, car mes investissements sont fiables et peu risqués. Maintenant, pour augmenter ma rentabilité sur ce bien, je décide de ne plus renouveler mon contrat de location avec Microsoft et je décide de le louer à une jeune entreprise comme par exemple WeWork. Comme le risque est plus important, je pourrais alors le louer plus cher à cette startup et ainsi augmenter ma rentabilité sur ce bien. Cependant, comme mon locataire est à présent considéré comme plus risqué, mes activités aussi sont plus risquées. Donc j'aurai une baisse de ma note de crédit et à présent, admettons, j'aurai une note de B. Dans ce cas, en changeant de locataire, j'aurais certes augmenté mes cap rates, je pourrais donc les louer plus cher et augmenter ma rentabilité, cependant le risque sera plus important, donc ma note de crédit se dégradera. Deuxième cas, je souhaite faire l'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour augmenter le rendement de mes activités. Donc je suis toujours un rate avec des bureaux super bien placés en centre-ville de San Francisco que je loue à Microsoft et je souhaite développer mes activités. Mais au lieu de racheter des bureaux similaires à ceux que j'ai actuellement, soit de bonne qualité, bien placés et les louer à Microsoft, je fais l'acquisition de petits bureaux miteux dans la périphérie de San Francisco. Alors j'aurais peut-être une rentabilité plus importante avec ces bureaux pourris, mais j'aurais surtout dégradé la qualité de mon portefeuille d'actifs immobiliers et je serais donc considéré comme plus risqué. Dans ce cas, je risque aussi de voir ma note de crédit diminuer car je suis plus risqué aux yeux des institutions de notation et donc aussi aux yeux des actionnaires parce que j'aurais fait l'acquisition de bureaux pourris au lieu de développer mes activités via des actifs plus rentables et solides. Et dans le dernier cas, pour augmenter la rentabilité de mes activités, je vais augmenter les loyers. Au lieu de faire l'acquisition de biens médiocres ou de changer de locataire, j'augmente simplement les loyers de la location de mes bureaux à Microsoft. Et comme mes bureaux sont super bien placés et qu'ils y sont bien installés, Microsoft acceptera cette augmentation de loyer. Alors sans dégrader la qualité de mon portefeuille d'actifs immobiliers ou de mes locataires, j'augmenterai la rentabilité et donc mes cap rates. Donc pour la même valeur de mon bien, je récupérerai plus de bénéfices par l'augmentation de mes loyers, tout ça sans abaisser ma note de crédit. Avec l'ensemble de ces exemples, je pense que vous avez bien compris dans quel cas est-il bénéfique ou non d'augmenter ses cap rates sans augmenter le risque. Il faut simplement trouver un rate avec un bon compromis entre des cap rates importants et une bonne note de crédit. Une composante aussi super importante à vérifier lors de choix de vos rates, c'est quand les locataires vont partir. Plus les contrats sont longs, mieux c'est, même si ça dépend des biens et des secteurs d'activité. En général, plus les contrats sont longs, moins ils sont soumis à l'offre et à la demande et donc aux fluctuations des revenus, d'où l'exemple des hôtels que j'ai pris dans ma précédente vidéo avec la fluctuation et la volatilité associées en fonction des différents secteurs des rates. En général, on prendrait un Wally Rate Average Lease Expiry au moins supérieur à 50 pour être sûr que les locataires vont rester suffisamment longtemps et que le rate ne risque pas d'avoir des problèmes opérationnels suite à des changements de locataires un peu brusques. Pour finir sur l'étude de la dette et du levier financier en général, un point super important à étudier, c'est quand le remboursement du rate arrive à expiration. Si l'échéance de remboursement de la dette arrive lorsque les taux sont élevés, elle ne pourra peut-être pas rouler sa dette, ou du moins, si elle le fait, elle le fera avec des taux importants. Le coût de sa dette sera plus important et cela va affecter sa rentabilité. Si elle en a la possibilité, elle pourra également rouler sa dette d'une autre façon, telle que via l'émission d'actions ou d'autres sources de financement externes. Mais savoir quand les dettes arrivent à échéance est essentiel lorsque nous investissons et analysons nos rates. Pour résumer l'étude de la solidité financière d'un rate, plus son levier et le coût de sa dette sont faibles, plus elle est considérée comme solide financièrement et donc elle aura une note de crédit importante, ce qui traduira de sa fiabilité. Nous avons vu comment évaluer la performance et la solidité d'un rate, maintenant nous allons étudier sa valorisation. Spoiler alert, non, le price earning ne traduit pas de la valorisation d'un rate. Donc la prochaine fois que vous regardez une vidéo d'un fameux YouTuber finance et qui vous dit que par exemple Relance Income est intéressante et faiblement valorisée parce que son price earning est inférieur à 15, je vous invite à directement quitter la vidéo. Avec cette vidéo, vous saurez vraiment comment valoriser un rate et les différents ratios à étudier pour savoir si oui ou non un rate est faiblement valorisé ou non.
Pour étudier la valorisation d'un rate, on va utiliser le price to FFO ou le price to AFFO. Comme vous le savez maintenant, les AFFO sont plus pertinents puisqu'ils tiennent compte des dépenses d'investissement, des frais d'entretien, etc. Donc c'est celui que nous étudierons ici. Le price to AFFO nous donne une indication de la valorisation d'un rate par rapport à ses revenus. Un autre ratio similaire intéressant aussi à étudier qui peut un peu rentrer dans la même catégorie sont les AFFO per share. C'est un peu comme le bénéfice par action pour les entreprises. On cherchera, comme pour le BPA, des AFFO per share croissants et importants. Un dernier ratio que j'utilise personnellement, c'est le market cap to forward AFFO. Il est selon moi encore plus pertinent puisqu'il prend compte de l'estimation des AFFO futurs du rate au vu de sa valorisation actuelle. Pour vos études de valorisation, vous pouvez un peu analyser sous forme d'entonnoir. Plus le rate vous semble intéressant et sous-valorisé, plus vous allez rentrer dans le détail dans l'étude de sa valorisation. Un autre ratio qui me semble super pertinent d'étudier pour comparer les rates qui opèrent surtout sur le même secteur d'activité, ce sont les equity value to FFO. Ce ratio évalue la valorisation des capitaux propres par rapport à sa capacité à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités opérationnelles. Donc plus les capitaux propres sont faibles par rapport aux revenus générés, plus le rate est considéré comme moins cher par rapport à sa capacité de génération de revenus. Pour un même secteur, il est préférable de prendre le rate qui aura les equity value to FFO les plus faibles, car cela indique que pour le même type de bien et la même valeur, le rate générera plus de cash que ses concurrents et donc il sera plus performant. Un autre ratio intéressant, c'est l'entreprise value to EBITDA. Il quantifie les revenus générés par l'entreprise en fonction de la valeur de ses biens. Plus il est faible, plus cela indique que l'entreprise génère des revenus importants pour la même valeur de biens. Donc il sera aussi intéressant d'étudier ce ratio-là. Dernier élément essentiel à étudier, mais cette fois-ci pour s'assurer que les dividendes du rate sont entre guillemets sûrs, c'est le AFFO to payout ratio. Car oui, quand on investit sur les rates, on ne regarde pas simplement qui verse le plus de dividendes. En général, c'est mieux d'investir quand on est sûr avant tout qu'ils vont nous payer les dividendes et ceci de façon intelligente, donc à partir des bénéfices générés des activités, pas en s'endettant davantage ou en émettant des actions. En règle générale, pour s'assurer qu'un rate nous versera entre guillemets à coup sûr un dividende et de manière intelligente, il va le faire à partir de ses bénéfices, donc à partir de ses locations. Il sera préférable de choisir des rates avec des AFFO to payout ratio inférieur à 1. Parce que si un rate vous verse plus de dividendes qu'il ne génère de cash via ses locations, cela peut être sympa un temps parce que vous avez plus de dividendes. Cependant, je pense que ça va pas durer longtemps et que cela va affecter surtout négativement les activités. Plus le AFFO to payout ratio est faible, plus le dividende est considéré comme fiable et aussi sera susceptible d'augmenter dans le temps. Donc si ce ratio est également plus faible, on peut s'attendre à une plus forte croissance de l'augmentation des dividendes. Alors maintenant, comment faire le lien entre la croissance et la valorisation et trouver le juste milieu? Car c'est sûr que le top, c'est d'avoir un rate qui est pas trop cher et en forte croissance, mais généralement, c'est pas tout blanc tout noir. Pour vous aider dans vos recherches, voici cette étude qui a été réalisée en 2019 par Muller pour estimer si un rate est sur ou sous-évalué comparé à ses price to FFO et à la croissance de ses FFO. Il y a un juste milieu à trouver entre la valorisation, soit les price to FFO, et leur croissance. Comme cette étude date de 2019, il ne faut pas la prendre comme vérité absolue. C'est uniquement une indication qui peut vous aider dans vos analyses. Personnellement, pour essayer de trouver un juste milieu entre la croissance et la valorisation, j'étudie la croissance des AFFO sur les 3 dernières années, parce que c'est plus pertinent que la dernière croissance observée et que je la compare à la valorisation actuelle. Pour résumer l'ensemble des ratios d'analyse que nous venons d'étudier, on souhaite une croissance des AFFO qui traduisent de la rentabilité et de la bonne gestion des actifs, mais aussi des cap rates élevés avec une note de crédit suffisante pour s'assurer de la fiabilité et de la solidité du rate. On veut également un levier financier maîtrisé qui assure de la solidité, de la flexibilité financière dans ses opérations. Et enfin, une valorisation correcte, car en bourse, comme un peu pour n'importe quel actif, c'est bien d'avoir un actif performant et solide financièrement, mais si vous l'achetez trop cher, cela va affecter négativement votre rentabilité. Quand on analyse une entreprise, on étudie sa valorisation, mais on étudie aussi sa valeur intrinsèque pour s'assurer que le prix actuel correspond à nos attentes de performance. Et pour les rates, c'est exactement la même chose, sauf que les méthodes d'évaluation sont un petit peu différentes et c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous aborderons deux méthodes d'évaluation et vous pourrez choisir celle qui vous paraît la plus pertinente. Vous pourrez comparer les différentes valeurs obtenues. La première méthode d'évaluation est celle de la NAV, donc Net Asset Value. Elle est calculée en soustrayant la valeur nette des actifs moins les passifs divisé par le nombre d'actions en circulation. La NAV représente la valeur intrinsèque d'un rate. Elle représente la valeur réelle des actifs immobiliers détenus par le rate, ajustée de ses dettes et de ses obligations. C'est la valeur que l'actionnaire devrait recevoir en théorie si le rate liquide l'ensemble de ses actifs immobiliers et rembourse ses dettes. En tant qu'actionnaire, on va rechercher donc une augmentation de la NAV car cela reflète d'un bon développement de la taille du portefeuille immobilier et surtout une bonne gestion des dettes avec une création de valeur. Si le prix d'un rate est proche ou égal à la NAV, cela indique grossièrement que techniquement, si le rate fait faillite, vous ne perdriez pas ou peu d'argent. Plus vous achetez un rate proche de sa NAV, plus vous vous assurez d'avoir une certaine marge de sécurité. Mais concrètement, un rate se négocie rarement proche ou en dessous de sa NAV car le prix prend en compte la croissance des activités ainsi que l'appréciation des biens immobiliers au cours du temps.
Si la NAV est proche ou inférieure au prix de l'action, vous avez intérêt à bien maîtriser votre dossier, car soit c'est une incroyable opportunité, soit ça cache autre chose, et il faudra être sûr avant d'y investir. Et petite parenthèse, la confiance est une dérivée de la compétence, donc si vous avez bien analysé votre rate, mais avec cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse, vous serez serein dans vos choix d'investissement puisque vous aurez bien fait le travail au préalable. La seconde méthode d'évaluation est celle des dividendes discount model. Pour un rate, les dividendes sont essentiels à prendre en compte dans le calcul de sa valeur. Le dividende discount model se base sur la projection des dividendes futurs. C'est un peu comme le DCF mais à partir des dividendes. La valeur terminale ici s'appelle Gordon Growth. Alors je sais que la formule a l'air un peu horrible comme ça pour ceux qui n'ont jamais fait de maths, mais ne partez pas, on va passer au cas pratique. Nous avons vu deux méthodes d'évaluation différentes, celle de la net asset value et celle du dividend discount model. Maintenant, je vais vous présenter les outils que j'ai spécialement développés pour vous pour cette vidéo et que vous pourrez utiliser pour faire vos propres comparatifs et analyses. Nous commençons par la net asset value et je vais vous montrer comment le pré-remplir pour que vous puissiez évaluer si le prix ou non est intéressant pour votre rate. Je vais prendre pour exemple l'entreprise Prologis. La première étape pour remplir le Google Sheet pour la net asset value, c'est récupérer le nom du ticker de Google Finance. Je récupère Prologis, je copie-colle le nom du ticker. Hop, je fais attention de bien supprimer l'espace entre la cotation boursière et le nom du ticker. Je récupère le nom de la compagnie, le prix et également la monnaie sous gestion avec le nombre d'actions en circulation. Ensuite, nous avions vu que pour la net asset value, il fallait récupérer les net operating income, les cap rates et le total de la dette. Je vais également récupérer l'historique des 5 dernières années du net operating income et enfin déterminer à partir de la croissance des net operating income des 5 dernières années, je vais estimer les net operating income futurs afin de déterminer la valeur de la net asset value. Donc pour cela, pour le net operating income, je vais aller sur Thinking Alpha. Donc je tape Prologis, hop, directement dans ma barre. Je vais dans l'onglet Finance, Income Statement et Operating Income en TTM. Je copie et je colle juste ici. Alors il faudra remplacer les points par les virgules, juste ici. Et il faudra également, comme c'est en milliards, puissance 6, ici j'ai vu que c'était en milliards, donc il faudra réajuster les chiffres juste après. Je vais également prendre la croissance, et comme je veux l'historique des net operating income, donc comme pour moi je veux uniquement, hop, j'ai fait un CTRL-V, il faudra juste faire un collage spécial valeur uniquement. Il faudra remplacer les points par les virgules, mais ici, pas besoin de faire x10 puissance 6, parce que nous ce qu'on veut c'est uniquement une valeur de croissance. Je modifie les points et les virgules, et voici. J'ai récupéré le net operating income des 5 dernières années, et on voit que pour Prologis, nous avons une croissance de 23,4%, ce qui est vraiment exceptionnel. À présent, je vais récupérer, toujours sur Thinking Alpha, le montant de la dette. Donc pour cela, je vais dans Balance Sheet, la dette, Total Liabilities. Hop, pareil, ici, on remplace les points et les virgules et on multiplie par 10 puissance 6, parce qu'on a juste ici, si on regarde, c'est toujours en milliards. Donc nous avons la dette, les net operating income et l'historique avec la croissance. Maintenant, on va récupérer les cap rates. Pour cela, rien de plus simple, on va sur Google, cap rates. Prologis, hop, et je regarde sur les derniers rapports de combien était le cap rate. Donc je regarde 5,9, 5,7, 6%. Je vais prendre 6% ici parce que c'est le plus pessimiste. 23,4% de croissance, c'est vraiment un peu positif. C'est pour ça que je vais estimer pour l'année prochaine, on aura une croissance 2 fois moins importante. Et donc du coup, je mets 50% ici pour diviser la croissance historique par 2. J'obtiens une valeur de la NAV de 37,7 et de 30,7. Et donc on voit quand même que c'est bien en dessous du prix actuel. Comme je le disais, le prix d'un rate est rarement proche ou égal à la valeur de sa NAV. Vous pouvez également faire une étude de sensibilité à partir de la croissance du net operating income que vous estimez et la croissance des cap rates, que ce soit positif ou négatif. Par exemple, je veux un delta de 5% pour mon net operating income, donc je vais mettre juste ici. Et pour les cap rates, je vais dire qu'ils vont varier de 0,5. Ici, j'ai une sorte de matrice entre la variation du plus pessimiste au plus optimiste, pareil pour la croissance du net operating income pour l'année prochaine. Et on voit ici que j'ai une matrice plus ou moins optimiste en fonction des différentes hypothèses que j'ai prises. Donc là, par exemple, si vous voulez prendre, voilà, j'estime que Prologis va abaisser ses cap rates, je vais avoir une valeur des net operating income qui va être de 44,4 en fonction de la croissance que j'ai estimée actuellement. Ce tableau d'étude de sensibilité va vous permettre d'évaluer la valeur de la net asset value que vous souhaitez prendre pour vos estimations. En l'occurrence, moi je vais moyenner les valeurs qui sont juste ici. Pour les dividend discount model, c'est exactement la même chose. Pour l'instant, je vais reprendre toujours mon exemple sur Prologis. Je re-remplis le ticker Prologis juste ici. Je récupère l'ensemble des informations précédentes, mais je récupère la market cap. Pour avoir l'annual payout, la croissance des dividendes, je vais toujours sur Thinking Alpha dans l'onglet cette fois-ci dividendes. Je vais avoir un payout, c'est-à-dire les dividendes qui ont été reversés cette année de 3,48 $. Je me mets juste ici 3,48 et une croissance de, on a dit, 12,58. 12,58. J'estime aussi pour moi que 12,58% de croissance du dividende, c'est un peu optimiste pour l'année prochaine. Donc c'est pourquoi je vais voir à la baisse cette croissance de dividende. 9%, allez, on va mettre 40 pour être très conservateur, donc 8% ça me paraît cohérent. Et discount rate, on va prendre la valeur du WACC, et pour ça, on va aller sur Guru Focus, WACC Prologis,
Et on voit que le WACC de Prologis est de 9,31%. Sur les derniers exercices, je vais cliquer sur la fiche Gros Focus pour être plus précis. J'ai l'historique du WACC, donc 9,55. On voit quand même que le coût de la dette a augmenté avec l'augmentation des taux d'intérêt. Je vais prendre 9,55, ça me paraît honnête. Et pareil ici, avec mon estimation, je majore également le discount rate. Je suis vraiment très pessimiste dans mes analyses. On voit les différentes estimations. Ma marge de sécurité est sans marge de sécurité. Les dividendes discount model me donnent un prix juste de 50,5$, alors qu'avec ma marge de sécurité, je trouve un prix de 63$. Vous pourrez toujours jouer avec les différentes estimations. Donc voilà, par exemple, je trouve que 40% c'est un peu trop pessimiste et je vais mettre 30%. Là, on se retrouve avec une valeur qui est plutôt intéressante et assez proche du prix actuel, donc on peut dire que c'est un bon point d'entrée au vu du prix actuel. Les différentes valeurs, comme j'ai dit, donc la valeur terminale et l'ensemble des projections des dividendes sont calculées via ce tableau. Je vous laisserai analyser le détail. Et on a la synthèse suivante, donc nous avons Prologis, les différents prix, et nous avons les différents prix associés donc à la NAV et au dividende discount model avec un prix moyen. J'ai un prix moyen de 80 avec une marge de sécurité qui n'est tout simplement pas suffisante au vu du prix actuel. Je considère que Prologis, au vu des analyses que j'ai faites et au vu des estimations que j'ai prises, le prix actuellement n'est pas intéressant. À voir si je peux réajuster mes différentes estimations afin de savoir si concrètement j'ai été trop pessimiste ou si mes différentes estimations étaient réalistes ou non. Pour la NAV, nous sommes très en dessous du prix actuel. Par contre, pour le dividend discount model, qui est peut-être le modèle le plus pertinent pour estimer un bon point d'entrée, nous avons quand même, en fonction de différentes estimations, un prix quand même qui est actuellement plutôt intéressant. En plus de ces deux modèles, je vous ai regroupé l'ensemble des données de Nareit, de l'ensemble de l'indice des datas de septembre 2023. Donc vous avez toutes les propriétés par secteur avec les différentes données qui sont disponibles, le prix minimum et maximum sur les 52 dernières semaines, la FFO per share, etc., les croissances, le debt to EBITDA, et vous pourrez en fait comparer en fonction de, voilà, je fais une recherche donc sur Prologis, je fais un CTRL F et je vais taper le nom du ticker Prologis. Juste ici, je vois Prologis. Je vais pouvoir comparer la moyenne du secteur, donc pour le secteur industriel. Je vais pouvoir comparer différentes payouts, différentes debt to EBITDA. Il y a plusieurs données qui vont vous être très utiles pour l'ensemble de vos analyses. Et j'ai également regroupé l'ensemble des synthèses de ces données juste ici par secteur. Comme ça, vous pourrez directement faire une recherche juste ici pour comparer les différents ratios. Ou sinon, vous pourrez directement regarder plus précisément la rate qui vous intéresse dans ce tableau-là. Si vous souhaitez télécharger l'ensemble de ces données et l'ensemble du fichier, je vous invite à vous rendre dans la description. En vous inscrivant à ma liste d'emails privée gratuite, vous allez avoir accès à l'ensemble de ces informations-là. Je partagerai également sur ma liste privée d'emails l'ensemble de données que je trouve pertinentes et toutes les sources qui m'ont été utiles pour faire cette vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avions vu les principaux éléments de compréhension associés aux rates et pourquoi est-il essentiel d'y investir. Maintenant, avec cette vidéo, vous savez comment les analyser et comparer les différents rates afin de choisir un rate performant, solide et correctement valorisé. Comme nous avons vu en début de vidéo, les rates sous-performent le marché depuis le début de l'année, alors qu'historiquement, c'est une des classes d'actifs les plus performantes. Même si les performances passées ne prédisent jamais les performances futures, pourquoi les rates sous-performent cette année? La montée des taux et le climat économique ambiant incertain avec les différents conflits géopolitiques peuvent expliquer en partie la baisse des rates. Si on observe ce graphique de la corrélation entre la performance des rates et la variation des taux d'intérêt, elle est négative. Donc plus les taux augmentent, plus les rates ont des difficultés à performer. Mais nous, techniquement, on s'en fiche de savoir pourquoi concrètement le marché des rates sous-performe cette année. On peut y voir simplement une opportunité, si on sait correctement les analyser. Warren Buffett le dit lui-même, il faut avoir peur quand les autres sont avides et il faut être avide quand les autres ont peur. Et cette peur s'illustre très bien lorsqu'on observe la pondération des rates en portefeuille des différents institutionnels. Selon cette étude de la banque américaine, les institutionnels sous-pondèrent actuellement de 26% les rates par rapport à leur allocation standard, ce qui représente la plus faible allocation depuis mars 2019 et traduit leur peur associée aux rates. Alors, est-ce justifié? Est-ce une opportunité? Pour évaluer cette opportunité, si on compare la différence ou le spread de valorisation entre la valeur de l'entreprise et l'EBITDA pour l'indice des rates et le MSCI World, la valorisation des rates sont sur des niveaux historiquement bas. Cette étude, c'est l'analyse de l'écart type par rapport à la moyenne pour déterminer si les rates sont plus chers ou moins chers que le marché mondial. Et on voit qu'actuellement, la valorisation moyenne des rates est très attractive. Actuellement, on est une entreprise value sur EBITDA de 5,7%. Le marché des rates est autant valorisé qu'en 2008 et semble être un investissement très attractif au vu de sa faible valorisation. Donc si je m'en tiens à cette étude, la valorisation actuelle des rates est plus faible que lors de celle de la crise de 2020 et se retrouve même sur des niveaux proches de la valorisation des crises de subprimes. Alors est-ce le moment d'y investir? C'est à vous de faire vos propres recherches. Je suis là simplement pour vous donner des pistes de réflexion. Mais cependant, les chiffres sont là et c'est à vous de juger si les rates sont un placement attractif ou non et si vous souhaitez en détenir en portefeuille.
Alors je comprends bien que l'ensemble de ces notions peuvent vous paraître complexes à première vue, mais pour vous faciliter la tâche dans la compréhension et l'assimilation de l'ensemble de ces notions, je vous ai également regroupé l'ensemble de ces notions sur un fichier de synthèse. Dans ce fichier, vous aurez accès à l'ensemble des ratios que nous avons étudiés dans cette vidéo, ainsi que l'ensemble des points que nous avons abordés. Vous saurez avec ce fichier comment vraiment analyser les rates, et vous n'aurez plus d'excuses pour correctement analyser vos rates. Vous avez à présent l'ensemble des clés d'analyse à votre disposition pour l'analyse des rates. C'est à vous de faire vos propres analyses. Allez dans la description si vous souhaitez recevoir l'ensemble des outils ainsi que la synthèse de l'ensemble des notions d'analyse pour les rates. Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension et l'analyse, je vous recommande ce livre qui m'a grandement aidé dans la constitution de cette vidéo. Cette vidéo est une grosse synthèse de ce livre, mais si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension et l'analyse, je vous le recommande fortement. Une bonne partie des études et des données sont tirées de ce livre, donc n'hésitez pas à le lire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à passer dans la description si vous voulez recevoir l'ensemble des documents que j'ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager cette vidéo, et cela me poussera à faire d'autres contenus de ce type, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.